Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue en ce mardi 13 janvier 2026 dans l'épisode 261 d'iWeek, la semaine Apple. Bonne année à toutes et à tous. Cette fois, je vous le dis en chair et en os depuis la France, pas comme la semaine dernière dans la foule du CES à Las Vegas. Je suis rentré et je suis très heureux de vous retrouver et de te retrouver aussi toi, Ellie. Salut. Bonsoir à tous, ravi d'être là. On a eu un peu peur, on ne voyait personne, mais c'était un petit bug technique, il est réglé. Voilà, et vous arrivez dans le chat, les fidèles, hein, au rendez-vous, Didier, Phoenix, merci d'être là, vous êtes en train de nous envoyer vos premiers messages, profitez du chat pendant tout le stream pour nous dire ce que vous pensez de cette actu de l'écosystème Apple. On va revenir sur deux grands sujets aujourd'hui, on aura entre les deux le JT de la semaine, et on va commencer tout de suite, Ellie, par un retour sûr que tu as choisi, que tu as souhaité. Alors, tu ne m'en as rien dit. Tu as juste un vœu pour 2026, qu'Apple consulte enfin plus largement sur ses produits. Qu'est-ce que tu veux dire ? Oui, en fait, c'était dans l'émission de la semaine dernière et on s'était proposé de souhaiter des choses pour qu'Apple, s'il nous écoute, le fasse un jour. Et moi, j'avais dit que j'aimerais bien qu'on revienne à cette époque où Apple prenez des informations aussi bien dans le réseau de revendeurs que d'un certain nombre de personnes dans l'écosystème Apple. Et j'avais dit au passage qu'effectivement, depuis qu'Apple avait des boutiques physiques, hein, donc depuis 2001, si je me rappelle bien, aux États-Unis, 2010 en France, il passait plutôt par des remontées du personnel Apple des boutiques, et que du coup c'était une information indirecte et que forcément les gens qui ont des chefs et qui travaillent dans une boîte ne disent pas forcément 100% de ce qu'ils pensent ou de ce qu'ils entendent, surtout si ce sont des critiques. Et pourquoi on fait un petit retour sur rapide, c'est parce que, et quand je l'ai suggéré, je pensais que Fabrice serait là, parce que c'est Fabrice qui a reçu le message, mais bon, comme je l'ai lu, on peut en parler. C'est quelqu'un qui nous a écrit et qui travaille chez Apple, donc on ne connaît pas son nom, puisque forcément, tous les employés d'Apple signent une NDA, donc il ne peut pas s'exprimer librement. Et il nous disait, moi, ça fait des années que je travaille chez Apple, et je n'ai jamais été consulté sur des produits ou sur ce type d'informations. En même temps, il nous a donné ses commentaires sur l'émission, etc. Et on le remercie au passage, il se reconnaîtra. Et donc, ce que je disais par rapport à ça, c'est que c'est en fait une confirmation un peu de ce qu'on avait dit la semaine dernière, et que si même les gens qui travaillent chez Apple ne sont pas consultés sur ce qu'ils pensent des produits, sur les réactions qu'ils ont forcément dans leur entourage, qu'ils soient professionnels ou personnels, c'est bien dommage, hein, parce que Apple, dans ce cas-là, c'était Apple France, c'est quand même un canal important de remontée d'infos, de même que l'était avant le réseau de revendeurs, et ça pourrait redevenir le réseau de revendeurs. C'était un vœu pieux, hein, je me fais pas de grandes illusions là-dessus, parce que quelque part, plus on en parle, plus la notion de secret est difficile à maintenir. Mais de notre côté, les vraies informations terrain, ce sont les professionnels comme les APR, que je continue à défendre même si je ne suis plus actif dans le canal. Dans les Apple Premium Resellers, donc les revendeurs. Hein. Ouais. Exactement. Et ce sont des revendeurs monomarques. Apple, la plupart, même s'il y a des regroupements maintenant, au départ étaient des aventuriers, des gens qui croyaient profondément en Apple et qui avaient des tas de choses à dire sur les produits, sur le marketing, sur les campagnes de pub, sur les promotions, sur le prix des produits. Je vois mal quelqu'un qui travaille chez Apple faire un mail à leur chef en disant les iPhones sont trop chers, etc. Critique, c'est compliqué. Oui, il aurait trop peur que ça lui retombe dessus finalement, qu'on lui reproche d'être critique. Ouais. C'est pour ça qu'on avait parlé de cette notion de CIA avec un Y, hein, américaine, qui est cover your ass. Donc, c'est ça. Protège tes miches. Ou tes fesses, c'est ça. Oui, c'est ça. Comme une heure de grande écoute. Mais ça veut dire, est-ce que tu as le sentiment qu'Apple a des œillères et cette sorte de manque d'humilité sur ses projets, ses produits, et persuadé que tout est formidable tout le temps?
Bah, s'ils s'appuient que sur des informations, c'est-à-dire qu'ils demandent à certains employés de leur boutique comment ça va, la tendance va être de dire tout va bien. Qu'est-ce que vous pensez des nouveaux iPhones? Ils sont merveilleux. Et du prix? Parfait le prix. Bon, bah voilà, c'est pas la vraie réaction qu'on Ouais. attend. Et par contre, ils mettent un certain temps à réagir. Je ne sais pas s'ils ont du feedback. Peut-être qu'ils en ont. Hein. Moi, je crains, par rapport à une période que j'ai connue pendant longtemps, qu'ils soient un peu coupés de certaines réalités du terrain. Évidemment, ils se rendent compte par les chiffres. Ils voient les produits qui se vendent pas. Mais comment ils font l'analyse? Ah, bah, les iPhone mini ne se sont pas vendus. Pourquoi? Les Plus ne se sont pas vendus non plus. Pourquoi? Là, les Ouais. R ne se vendent pas. Pourquoi? Ouais. Mais Elie, euh, moi, je peux pas croire qu'Apple organise pas des panels avec des J'espère qu'ils le clients. font. Ben, en fait, ce qu'on disait la semaine dernière, c'est pour ça que c'est un Ouais. petit retour sur, c'est que par rapport à ce qui se passait avant, ils avaient un feedback direct de leur réseau de distribution Mm. et ils organisaient à l'intérieur de chacune de leurs filiales des réunions avec des chefs produits. C'était des réunions sous NDA, mais ils prenaient NDA, des donc on fois peut rien dire. Hein. C'est un contrat de confidentialité. Exactement. Ouais. Et donc, et il y avait donc des véritables chefs produits de Cupertino. Moi, j'ai participé à plein de réunions là-dessus, Mm. où ils nous posaient des questions sur des modèles particuliers, sur des choses qui vont, des choses qui vont pas, etc. Et ils repartaient toujours avec une foule d'informations. Donc, c'est pour ça que je me disais, la communication est quelque chose d'important pour Apple. Et je suis sûr qu'ils ont des panels, hein, comme tu l'as dit, mais Ouais. et peut-être qu'ils ne le font qu'aux États-Unis, peut-être qu'il y en a en France, on n'en sait rien, puisque de toute façon, personne n'en a entendu parler. Mais voilà, et on voit dans les commentaires, effectivement, ça serait bien si Apple revenait, c'est pour ça que c'était un vœu pieux, à une certaine forme de communication avec le monde extérieur. Maintenant, c'est une communication dont on ne saura probablement rien parce qu'elle sera forcément liée à des accords de confidentialité. Ouais, ouais. Mais Apple pourrait envoyer ce signal qu'ils sont toujours à l'écoute de leurs clients finaux, en fait. Hein. Ah, c'est vrai, t'as tout à fait raison. Dans le chat, Didier prend l'exemple de Liquid Glass. Il dit quand on voit la misère de Liquid Glass, les modifs succédant aux modifs, on peut se demander comment ils ont communiqué là-dessus et comment ils ont Entre, organisé effectivement bien sûr. l'évaluation en amont et après la sortie aussi peut-être. Bah, un autre exemple très flagrant, le retard qu'ils ont pris sur Apple Intelligence. Pendant 2 ans, dans quasiment chacune de nos émissions, Mhm. nous avons parlé de ce retard qui au départ avait l'air anecdotique parce que ChatGPT démarrait et il était anecdotique. Mais moi, la première fois que j'ai utilisé ChatGPT, je me dis, et Apple, il est où? Donc, C'est vrai. Pourquoi? Parce que ça m'a rappelé immédiatement ce qui s'était passé en 1995, sortie des navigateurs sur Windows, et Apple était enfermé dans son écosystème qui était totalement fermé, sans communication avec Internet. Donc il y avait un certain nombre de petits trucs dans un village Apple, hein, si tu te rappelles de ce système. Et pendant 2 ans, j'ai hurlé en disant on est en train de prendre du retard par rapport au net, on est en train de prendre du retard, on est en train de prendre du retard. Et ça s'est rétabli quand Steve est revenu chez Apple et qu'il a sorti l'iMac. Et là, Apple est entré en plein dans Internet avec 2 ans de retard par rapport aux autres. Bon, ça se répète des années après et je me dis, est-ce que c'est exprès? Est-ce qu'ils n'ont pas le feedback du terrain? Mais il faut pas qu'ils se laissent dépasser. C'est pareil sur la réalité virtuelle ou augmentée. C'est bien de se lancer dans le Studio Pro. S'ils nous avaient écoutés, ils auraient priorisé les lunettes. Hein. Il y a des choses qui sont évidentes. Pour des gens comme nous, c'est vrai qu'on baigne là-dedans, mais Ouais. enfin bon. Bon, Voilà. allez, on va passer au premier des deux gros morceaux de la semaine. Tout à l'heure, on reviendra sur l'annonce il y a 3 heures à peine. Hein, c'est tout chaud d'un nouveau bundle d'applications Apple. Alors, un bundle qui ouvre une nouvelle ère et pas forcément une ère que j'affectionne. J'avoue que je suis attaché à l'ancien système. Cette ère, c'est l'ère de l'abonnement et sans doute le moyen pour Apple de gagner encore plus d'argent avec ses services, puisque ce bundle s'appelle l'Apple Creator Studio. C'est un package
qui comprend notamment Final Cut Pro. On y revient tout à l'heure, mais avant ça, évidemment, Ellie, on va commencer par le gros sujet de cette semaine. Et là, ça s'est passé hier. C'est, on va dire, l'annonce, ou plutôt la confirmation par Apple que c'est bien Gemini de Google qui va servir de cœur aux prochaines nouveautés d'Apple Intelligence et au nouveau Siri qu'on attend depuis plus d'un an, presque un an et demi maintenant. Et oui, on est obligé un peu de manger notre chapeau. Malheureusement, j'en ai pas ici, sinon je ferais semblant de le manger. Parce que on a dit exactement le contraire la dernière fois, basé sur des informations et des rumeurs qui disaient qu'après avoir évalué tout leur système, Apple avait décidé finalement d'utiliser son propre LLM pour des raisons de confidentialité, dans la partie private cloud, etc. Et que leur système tenait la route, mais qui ne s'interdisait pas d'utiliser les autres au moyen d'API, etc. Et ben finalement, c'est tombé, et là c'est officiel, puisque le communiqué est un communiqué officiel Apple. Après avoir évalué tous les systèmes existants, Apple a décidé d'utiliser donc Gemini, qui fonctionnera dans le private cloud d'Apple. Hein. Donc ils ont accepté On va y revenir, cette condition comme système, et ça sera donc la voix et le moteur du nouveau Siri. Alors, Ellie, on va détailler tout ça, mais il y a quand même un point intéressant. On va commencer par ça. C'est la manière utilisée et choisie par Apple pour faire cette annonce. Effectivement, Apple a envoyé un communiqué, une déclaration, mais si tu regardes bien sur le site apple.com, il n'y a pas de communiqué dans la partie newsroom. En fait, l'information, elle a été transmise à CNBC. Et on va dire à l'une des émissions économiques financières de CNBC, qui est présentée par Jim Cramer. Je te propose de regarder comment la nouvelle a été annoncée. Donc c'était hier lundi sur CNBC. I just spoke to Eddie Q, obviously very important number 2 at Apple, and it's just the opposite. Services are incredibly strong, much stronger than people expect. All the people who thought that was not the case are dead wrong. I think the numbers would come up. They can't do that yet. And Eddie also told me, look, Gemini's the winner. It looks like that Apple foundation model is going to be built on Gemini. There are a lot of people who felt that maybe they're going to do a fair look. They did. They did a fair look, and they decided Google is the best. So it's really fabulous for Gemini, and I would argue it is also really good for Apple. Voilà, Google is the best. Dit-il. C'est ce qu'Eddie Q a donc dit lors d'une conversation avec Jim Cramer de CNBC. C'est lui qui annonce l'info. L'info, elle est visible par tous les traders, tous ceux qui sont à la bourse. Donc évidemment, c'est pour que l'information arrive en premier à ceux qui ont une action sur le cours des actions, et notamment l'action Apple. Parce que Apple a bien conscience que depuis des mois, ce retard sur Apple Intelligence et l'IA, ça lui coûte, et beaucoup disent maintenant que l'année 2026 va être une grande année pour Apple. Oui, absolument. Bon, après, la remarque de Frédéric dans le chat vient juste à point. Ça va être quand même un coup dur pour OpenAI, qui avait été pressenti, qui avait fait des efforts et des investissements, donc et qui, je ne sais pas s'il est totalement écarté, parce que ce qu'on ne sait pas encore, c'est si on pourra choisir l'agent, même si Apple mettra dans Siri Gemini. Alors Gemini, je ne vais pas critiquer, parce que d'abord je m'en sers et qu'il est assez sympa. Ce n'est pas le seul que j'utilise, et ce n'est pas mon choix premier. Mais si Apple l'a choisi, c'est parce que soit effectivement il est meilleur que les autres. Je pense que ils ont suffisamment d'ingénieurs de haut niveau pour que je me permette de les critiquer. Et deuxièmement, parce qu'ils ont accepté certaines règles d'Apple, le fait de fonctionner sur le private cloud, etc. Ce qui n'était pas forcément évident, ou peut-être que d'autres ne voulaient pas le faire. Donc oui, parce que c'est un point très important. Et depuis l'annonce, il y a à peu près 24 heures, un certain nombre d'observateurs se sont inquiétés du fait que nos données, du coup, partent chez Google. Même Google a confirmé que les données resteraient totalement protégées, et que pour la plupart, ils n'ont pas dit 100%, mais pour la plupart, les essentiels.
Pour la plupart. Attends, où est-ce que tu as vu ça? Parce que moi j'ai vu que c'était la J'ai lu totalité. dans des commentaires qui étaient dans l'article des gens qui disaient oui, mais ça ne sera pas 100% parce qu'ils ont quand même besoin d'un certain nombre de choses, mais pas des choses de la vie privée, etc. Donc l'essentiel, ce que protège Apple, sera privé. C'est pour rassurer les gens. Attends, je relis le tweet du compte News from Google. Apple Intelligence will continue to run on Apple devices and private cloud compute while maintaining Apple's industry-leading privacy standards. Oui. Autrement dit, ça ne changera rien à la manière et au niveau dont Apple d'exigence d'Apple en termes de protection des données personnelles. Bon, mais non, mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'ils récupéreront quand même un certain nombre de renseignements sur l'utilisation, sur le nombre, etc. Je veux dire, Google ne sera pas complètement écarté de cette opération, même si Apple, les connaissant, ils vont pas transmettre grand-chose. Hein. Non, mais c'est sûr que Google saura combien de requêtes on lui fait, etc. Enfin, ils auront ces infos-là, mais ils ne récupéreront pas les données des utilisateurs. Non. C'est ça que les je données comprends. Utilisateurs. Non, on peut faire confiance à Apple dans ce domaine. Ouais. Je sais que les gens sont très inquiets. Moi, ce qui m'inquiète, c'est pas tellement ça. C'est que Gemini, j'ai vu un certain nombre de personnes qui ont parlé, parce que en fait, depuis que c'est sorti, mais c'est très récent, il y a beaucoup de gens qui en parlent dans les réseaux sociaux, dans les forums, etc. Et donc, chacun donne son avis. L'avis des gens n'est pas forcément la réalité, c'est comment les gens le perçoivent. Et il y a des gens qui disent, oui, mais le problème, c'est que Google n'est pas neutre. C'est là où je suis d'accord. Mais jusqu'à quel point ils ne sont pas neutres? Parce que Google, si on repart en arrière, ils avaient une position où dans le search, ils avaient tendance un tout petit peu à biaiser un certain nombre de réponses ou de montrer un certain nombre de choses en fonction de leurs convictions. Et ils disent qu'ils se sont un peu recentrés sur ça, mais ils ne sont pas connus pour être 100% neutres. On ne peut pas dire que Google soit un outil politique, Elie. Non, mais tu sais, une IA, les gens ont tendance à leur faire confiance parce qu'ils pensent que c'est une sorte de génie, que quand tu poses une question, la réponse que tu as est forcément bonne. Sans parler de la façon dont Apple va l'utiliser dans Siri, les réponses que tu obtiens aujourd'hui en utilisant Gemini, en utilisant ChatGPT, en utilisant Grok, etc., ou en utilisant Mistral ou toutes les autres, hein, je vais pas les citer toutes, n'est pas forcément la même. Hein. Non, et donc, Elie, tu sais quoi, on va résoudre ce problème, voilà, parce qu'on n'arrivera pas. De toute façon, c'est aussi une question c'est un peu les goûts et les couleurs aussi, hein, donc on va chacun avoir notre préférence. Mais il y a quand même un point sur lequel tout le monde est d'accord, c'est qu'avec la dernière mise à jour de Gemini, Google non seulement a rattrapé son retard sur ChatGPT, mais il leur en mis une claque. Et effectivement, les messages dans le chat qui disent que OpenAI a de quoi s'inquiéter, c'est vrai. Certains disent ChatGPT est mort et OpenAI n'a pas encore compris que c'était le début de la fin. J'ai lu ça. Ouais. J'ai lu ça. Bon, en tout cas, technologiquement, je pense que Gemini a fait d'énormes progrès. Je suis d'accord avec toi. Ouais. En particulier la version qu'utilise Nano Banana dans la partie graphique, même si ce n'est pas ça que les gens vont utiliser le plus. Hein. On fait des choses incroyables avec Nano Banana. Ce que la plupart des gens vont faire, c'est quand même poser des questions basiques et attendre des réponses. Hein. C'est un chatbot évolué, quoi. Bien sûr. Et des questions sur le Mac. Juste, parce que j'ai un œil sur le chat, Elie. Oui. Frédéric Crassa, notre copain qui est là, et salut Fred, bonne année à toi, nous dit plusieurs choses. D'abord sur l'aspect sécurité. Il écrit Apple fait son bac à sable et ce sera sécurisé et personnalisé. Ensuite, sur le choix, d'une solution externe, hein, il écrit il vaut mieux un bon partenaire plutôt qu'une solution interne foireuse. Et c'est vrai que c'est un peu vers ça que on risquait de se diriger. Donc au moins Gemini, ça existe, c'est concret. Et c'est plutôt rassurant parce que on se souvient qu'Apple Intelligence, hein, la présentation, ça remonte à juin 2024. Ça fera 2 ans au mois de juin prochain.
Et la promesse, là, c'est vraiment qu'Apple Intelligence soit bouclée, alors, en 2026, mais plus vraisemblablement d'ici l'été, quoi, plus tard, hein. En fait, ce qu'a dit Google aussi, c'est que non seulement effectivement ils seront prêts pour le lancement dans quelques mois, donc avec la 26.4, mais qu'en plus ils annoncent déjà que Gemini pourra utiliser toute une série de nouvelles fonctionnalités qui sont prévues pour Apple Intelligence après, qui seront probablement annoncées à la WWDC. C'est-à-dire que non seulement ça va être le produit qui, dès ce printemps, va être le nouveau Siri, entre guillemets. Je sais pas quel nom ils vont lui donner, hein. Mais que, en plus, les évolutions d'Apple Intelligence, parce que pour l'instant, ils font du catch-up, ils rattrapent leur retard, mais ils ne sont pas dans une position d'innovation encore. Mais peut-être qu'ils ont des choses à nous raconter pendant la WWDC. Donc, et la dernière chose, c'est que ça se fait à un prix qui est quand même pas si mauvais pour Apple, même s'il y a des gens qui ont dit « Oh mon Dieu, Apple va payer 1 milliard ». Oui, Google leur paye 20. Hein. Donc, pour l'instant, le rapport, il est plutôt favorable pour Apple. Alors, moi, je dis, un bon deal, c'est OK, vous nous donnez 19 et... C'est ça. En fait, je pense que ça va être flexible. Plus les gens vont utiliser une IA comme moteur de recherche, et ça, je pense qu'ils auront les chiffres, plus... ils auront tendance à demander de l'argent à Apple si c'est populaire, et moins ils auront tendance à vouloir donner de l'argent à Apple si le search devient plutôt basé sur une IA que sur la recherche traditionnelle que les gens font aujourd'hui. Ouais. Bon, Elie, quand même, allez, à peu de choses près, c'est la première grosse annonce de l'année. Oui. Qu'est-ce que ça dit quand même, ce timing et ce choix de commencer l'année par cette nouvelle-là? Ça fige un tout petit peu les intentions d'Apple et c'est très important pour les investisseurs parce que les bêtas de la 26.3 sont déjà là. On en est à la deuxième génération de bêta 26.3. Donc, ça veut dire que les développeurs et même, je ne sais pas si la bêta publique est sortie, mais en tout cas, les développeurs l'utilisent déjà. Non, pas à ma connaissance. Pas encore public. Non. D'accord. Bon, je l'ai utilisé, il y a pas grand chose de nouveau pour être honnête. Et donc, dès que la 26.4 va arriver, c'est-à-dire en principe fin février, début mars, au plus tard la 26.4, il y aura le nouveau Siri dedans. Peut-être, en tout cas, il y aura les API dedans. Ils auront peut-être pas la version finale, mais on va pouvoir commencer à l'utiliser. Donc, il est temps que on sache où ils vont. Ça permet aussi de stabiliser ces rumeurs de la semaine dernière sur Apple n'utilisera pas si. Bon, maintenant on sait ce qu'ils vont faire. Et au moins, et je pense que c'est bon pour les investisseurs. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont fait sur CNBC. N'oublions pas, on en parlait aussi la semaine dernière, c'est qu'Apple est très dépendant de ses actionnaires. Pour eux, c'est une priorité. Et donc c'est logique qu'en passant par une émission aussi sérieuse que celle-là, ça va rassurer les marchés, ça va, c'est très important. Alors, il y a un observateur un peu particulier, Mark Gurman évidemment, qui avait vu l'info arriver dès le mois de novembre du choix de Gemini. Cet observateur, c'est Ming-Chi Kuo, l'analyste basé en Asie. Et selon lui, le deal avec Google est un deal temporaire dont le but principal est de permettre à Apple de gagner du temps, de continuer à développer ses propres modèles internes, peut-être de les faire cohabiter avec Gemini, et puis le jour où ils seront mûrs, prêts, de dégager Google. Voilà. Ouais, le challenge, si tu veux, la barre est haute, parce que déjà, ils arrivent très très en retard. Gemini sont dans une position actuellement de leader. C'est vrai qu'ils ont beaucoup amélioré par rapport à ChatGPT, ça je suis totalement d'accord. Et pour qu'Apple dise, on est maintenant tellement supérieur qu'on peut se passer d'eux, parce que n'oublie pas que Gemini va continuer à évoluer aussi. Donc, il va falloir qu'ils fassent très très fort. Oui, mais alors, à la fois, ça leur donne un outil, un modèle utilisable dès maintenant qui est prêt et il faut juste l'intégrer, entre guillemets, juste. Oui. Mais après, ils peuvent, entre guillemets, souffler un peu et travailler plus sereinement sur leur propre solution. Peut-être utiliser un mixte et puis un jour basculer
quand ils n'ont plus besoin de Google. C'est pas impossible. Ouais. C'est pas impossible. Maintenant, ce que j'attends de voir avec curiosité, c'est comment va se passer cette nouvelle intégration, cette intégration dans Siri, et qu'est-ce que ça va apporter de plus? Parce que aujourd'hui, soyons honnêtes, si on veut utiliser Gemini sur un iPhone ou sur un Mac, on peut le faire, hein. Donc, il suffit de lancer un navigateur ou d'utiliser l'application qui existe sur iOS et sur tous les autres OS et poser des questions. Donc, Gemini est une réalité sur Mac. La question, c'est comment est-ce qu'il va s'intégrer à Siri? Parce que si on veut faire du Gemini en vocal, on peut aussi. Donc, c'est comment est-ce que ça va être intégré et qu'est-ce que ça va nous apporter de plus par rapport à Apple Intelligence? Parce que pour moi, c'est pas très clair. Peut-être que Fred a des choses, on lui posera la question, peut-être qu'on le fera intervenir. D'ici ce printemps, on a le temps d'en parler avec beaucoup plus de détails, mais je suis curieux de voir comment est-ce qu'ils vont l'intégrer. Parce que ce qui manque, et c'est ce que veulent les gens à la base, c'est pouvoir poser n'importe quelle question sur le Mac ou sur l'iPhone, et que le nouveau Siri, donc Gemini, donne une réponse. Comment je fais pour où j'arrive pas à connecter mon imprimante, etc., ou je suis bloqué dans tel truc, et une IA interactive doit pouvoir te répondre en disant fais ci, fais ça, veux-tu que je t'aide à le faire et tout. Donc une interaction avec l'OS, c'est ça ce qu'a fait Microsoft depuis le début et qu'Apple ne pouvait pas faire faute d'eux. Donc bon, je soupçonne Fred de vouloir faire des commentaires très longs pour qu'en les affichant à l'écran, ça nous masque complètement. Mais tu n'y arrives pas, Fred. Même avec 4 lignes, on voit encore aller au-dessus de la bouche. Bien essayé. En tout cas, effectivement, Fred rappelle que Apple Intelligence ne sert pas que sur les iPhones ou les Mac, mais on l'a dit ici, le retard a sans doute retardé le lancement de la nouvelle offre domotique avec le fameux hub avec écran intégré, etc. Donc oui, effectivement, il y a des enjeux. Enfin, les enjeux sont énormes et c'est vrai que cette annonce via CNBC hier était sans doute pas complètement liée au hasard. Le point essentiel à retenir, c'est que j'aurai mon nouvel Apple TV ce printemps. N'oublions pas, puisque toutes les semaines, j'ai un commentaire sur l'Apple TV, il est où? On ne sait jamais, Elie, on ne sait jamais. Non, tu crois? Non, bon. Tant que c'est pas annoncé, tu sais, ça n'existe pas. Hein. Je sais. Souviens-toi, il y en a eu des produits comme ça. Bon, allez, on va passer, mon cher Elie, au JT de la semaine. Quelques news qu'on a envie de partager avec vous, les infos de ces dernières heures. On va commencer par, puisqu'on parle d'intelligence artificielle, Apple est aussi en train de se mettre en ordre de marche pour ne pas trop dépendre des autres, peut-être d'NVIDIA notamment, ou d'AMD pour ses fermes de serveurs, et Apple travaille sur ses propres puces pour des serveurs d'IA. Et visiblement, les choses sont en train de s'accélérer avec une production de masse qui serait sur le point de démarrer. Oui, absolument, puisqu'ils espèrent que les premières livraisons vont intervenir dans pas longtemps. Apple en a parlé à plusieurs reprises et en plus, c'est quelque chose de stratégique pour eux parce que ces puces pour les serveurs d'IA seront fabriquées aux États-Unis. Et donc, ça fait partie des grandes promesses d'investissement que Tim Cook a fait à l'administration actuelle, et il faut à un moment donné que ça soit du concret. Donc à partir du moment où ces nouveaux serveurs Apple vont commencer à être opérationnels, justement Apple va prouver qu'ils tiennent leurs promesses et ça facilitera un certain nombre de discussions, en particulier sur les droits de douane qui sont temporaires, mais on leur a dit, vous avez dit que ok, on attend les preuves. Donc, si Apple commence à montrer qu'ils vont le faire ou qu'ils commencent à le faire, ça va forcément améliorer leur situation, puisqu'ils dépendent encore beaucoup de produits qui sont fabriqués à l'étranger, et en particulier en Asie. Et donc, c'est une façon d'assurer aussi leur stabilité économique. Voilà, donc, c'est important. Production de masse qui est attendue à partir de cet été et des data centers dédiés à l'IA dont la construction commencerait l'année prochaine, donc en 2027. Un mot, Elie. Ce qu'ils ont dit aussi, c'est qu'ils seraient très économes. T'arrêtes de m'interrompre alors que j'ai fini. Très économes puisque ce sont des puces Apple, en énergie. Et ça, c'est très important pour non seulement pour Apple, mais pour toute l'écologie, etc. Bien sûr. Bien sûr.
Allez, comme je le disais, on va passer aux chiffres du Mac face au monde PC fin 2025. Le monde PC s'en sort bien, mieux apparemment qu'Apple, en tout cas sur la fin 2025. Est-ce que tu as vu ces chiffres, Ellie, et est-ce que tu crois qu'il faut les nuancer? J'ai vu un peu les chiffres. Alors, le problème, si tu veux, c'est qu'on est dans une phase de la gamme qui est un peu délicate, dans le sens où on a basculé en M5, mais uniquement sur une petite partie de la gamme, que les MacBook Air ne sont pas sortis en M5, que les MacBook Pro ne sont pas sortis en M5. Et donc, par rapport à la concurrence qui, elle, continue à dérouler des produits, il nous manque un peu l'entrée de gamme, il nous manque les portables haut de gamme. Je parle pas du Mac Pro, mais le Mac Studio n'est pas sorti non plus, donc les écrans qui allaient avec le Mac Studio ne sont pas sortis non plus. Donc la gamme Apple, aujourd'hui, est un peu compliquée à vendre. C'est les échos que j'ai, moi, des boutiques françaises avec qui je peux encore discuter et qui me disent qu'ils ont fait une saison de Noël très calme. Je vais pas dire catastrophique, mais calme. Mais en fait, à part le MacBook Pro M5, qui est quand même l'entrée de gamme, pas forcément très désirable pour ceux qui veulent un MacBook Pro, maintenant tous les autres modèles sont un peu datés. Exactement. Le MacBook Air doit sortir bientôt, mais il n'est pas encore là. L'iMac, n'en parlons pas. Il faudrait vraiment qu'il ait un coup de jeune. On peut pas dire que ce soit un modèle récent. Le Mac Mini, le Mac Studio, le Mac Pro sont aussi presque maintenant des vieux modèles. Donc il y a un besoin urgent de renouvellement. Juste pour te donner des chiffres un peu précis, donc on parle du quatrième trimestre de 2025. Les ventes globales ont augmenté de près de 10%. Mais les ventes de Mac sont restées stables selon IDC, ce qui veut dire que c'est le monde PC qui a connu un boost avec toujours un trio constitué de Lenovo en 1, HP en 2, Dell en 3. Apple 4e. 19 millions de PC pour Lenovo, 15 millions pour HP, 11 millions pour Dell et Apple serait à un peu plus de 7 millions de Mac pendant le trimestre. Oui, mais c'est donc logique. C'est logique. Ouais. Ça s'explique et il manquera deux choses à Apple. Des produits plus nouveaux, des produits à un bon prix, parce que les autres, au niveau des prix, ils sont quand même plutôt mieux placés qu'Apple. Et des produits, quand je dis nouveau, c'est un relook, un redesign. S'ils sortent un MacBook Air qui est exactement à 100% pareil que l'actuel, mais avec juste une puce dedans différente, s'il sort pas un petit truc en plus, que ce soit au niveau du look ou que ce soit au niveau d'une fonctionnalité, c'est pour ça que le fait qu'on puisse mettre la puce Apple qui gère le Wi-Fi et éventuellement la communication eSIM pourrait être un petit différentiel, parce que du coup, les MacBook Air ou Pro pourraient être des machines communicantes, non seulement au Wi-Fi, mais avec une SIM deviendraient des machines communicantes à l'extérieur. Ce que savent faire aujourd'hui un certain nombre de PC, ça manquerait. Et pour le reste, oui, les MacBook Pro, on attend le redesign, mais on l'aura pas dans la prochaine mouture, puisqu'il faudra attendre la version de l'an prochain en M6 et OLED. Ouais. Donc ça veut dire qu'on aura des MacBook Pro 14 et 16 qui sont les mêmes. Et quand tu vas dans une boutique et tu viens voir le nouveau Mac, et tu vois que c'est le même qu'avant, mais oui, la puce à l'intérieur a changé, mais c'est pas ça. C'est peut-être idiot, parce que le fait que la puce ait changé donne de la puissance, donne des choses, mais s'il voit que c'est au même prix, voire légèrement plus cher, et que le look n'a pas changé, c'est pas ce qu'on avait avant, ou d'une génération à l'autre, et en tout cas au plus tard, dans les 3 ans, et c'était long, il y avait un redesign. Donc les gens découvraient le nouveau Mac. Le nouveau Mac, c'est un look. C'est pas une puce, c'est un look. Ouais. Bon, Didier dans le chat te demande si tu trouves vraiment que les PC ont bénéficié de redesign, eux. Non, mais les gens ne s'attendent pas à ça. Ils s'attendent à trouver une boîte grise pas chère. C'est pour revenir au début de ça. Par contre, est-ce que les gens s'attendent à trouver un Mac redesigné ? Avant, oui, à chaque fois.
Et maintenant, depuis un moment, malheureusement trop long, non. Bon, on a peut-être une info sur la date possible d'annonce des MacBook Pro, M5 Pro, M5 Max. On en reparle dans la deuxième partie avec le deuxième grand sujet. Peut-être qu'il y a un lien entre les deux. On va vous expliquer. En attendant cette autre info, alors pour le coup, elle est plutôt bonne. Le Mac est plutôt en berne, mais l'iPhone se porte bien. Alors ça se joue toujours à un cheveu avec Samsung en fin d'année pour savoir quel a été le smartphone le plus vendu au monde. L'année dernière, en 2024, c'était Samsung. En 2025, à un point près, c'est Apple. 20% de part de marché contre 19% pour Samsung. Et oui, les années se suivent et ne se ressemblent pas tout à fait. Est-ce que cette place de numéro 1, est-ce qu'elle a un intérêt marketing ou de motivation, au moins en tout cas pour Bien sûr. Ouais. Bien sûr, parce que c'est toujours bien de se dire qu'on est le premier. Donc forcément, ça motive les équipes. C'est sûr. Surtout par rapport à son éternel rival qui se débrouille toujours pour sortir les produits un peu avant Apple, donc les nouveautés un peu avant Apple, et Apple rattrape son retard. Ouais. Et ce qui est intéressant cette année, c'est que les chiffres sont bons et c'est la gamme Pro qui tire Apple. Parce que les modèles 18 ou le modèle R, 18, je suis déjà à 18 moi, les 17, pardon. Oui, t'as raison. Les iPhone 17 et R se vendent, bien sûr, mais ne se vendent pas autant que les pros. C'est-à-dire qu'on est encore dans le fait que les gens veulent de la puissance, que les gens ont réagi positivement aux nouveautés qu'Apple a annoncées en septembre. Et on pouvait être un tout petit peu sceptique parce que on a pu se dire, peut-être que nous, on est trop blasés, est-ce qu'entre un 16 Pro et un 17 Pro, il y a vraiment une énorme différence? On a parlé déjà de tout ça en détail, hein, mais est-ce que c'était dans vraiment... le design, oui, quand même. C'est mieux, mais est-ce que c'est bouleversant? Question de sensibilité. Oui. Ceux qui font beaucoup de photos vont trouver que la photo est mieux. Mais par exemple, est-ce que quelqu'un s'est aperçu à quoi sert le rafraîchissement liquide qui technologiquement est certainement une grande chose? Moi, tant que l'iPhone marche, on se rend pas vraiment compte. C'est sûr. Non mais regarde, alors, ça rejoint ce que tu disais sur les Macs, si c'est les mêmes en boutique, l'iPhone 17 Pro orange, on le reconnaît tout de suite et de loin. C'est vrai. C'est vrai. Il y a autre chose à l'intérieur qui fait qu'il est aussi mais différent. C'est vrai, remarque très juste, les selfies sont nettement meilleurs, avec surtout le cadre centré au niveau d'un selfie qui permet de recadrer l'image en fonction des gens qui sont présents, etc. C'est vrai, c'est indiscutablement meilleur. Moi, je fais pas des selfies tout le temps, hein, mais les jeunes apprécient certainement plus que moi cette fonctionnalité. Frédéric Crassa dans le chat écrit: c'est pas bouleversifiant, mais le selfie est bien meilleur. Ouais, c'est vrai. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Bon, cette année a commencé aussi par une nouvelle expérimentation. Le premier match de NBA en direct dans le Vision Pro, pour vivre le basket NBA en immersif avec du sport en live. Alors Apple le fait déjà avec le foot, je crois, avec certains matchs de la MLS, hein, la Major League Soccer. Mais pour la NBA, c'était la première fois, et c'était un match. Alors si je Los Angeles, les Lakers contre les Bucks, je crois. Il y avait les Lakers, je crois. Alors les Lakers, oui, les Lakers face aux je vais retrouver ça. Les Milwaukee Bucks, voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai pas encore vu Alors, il y a deux façons. Soit il faut le pass saison de la NBA pour le voir en live et ça coûte une fortune. Ah ouais. C'est vraiment pour les fans de basket. Hein. Soit on peut le voir en replay quelques jours après, de façon gratuite, en tout cas pour ce match-là qui était le premier. Donc on n'est pas encore arrivé à la date de replay, mais ça devait être ce week-end, je crois, à partir de dimanche, mais je sais pas si c'était l'heure américaine ou française. Donc j'ai pas encore eu le temps de regarder. Le match c'était vendredi soir, le match, donc dans la nuit de vendredi à samedi. Oui, mais ça c'était pour le live. Et ils ont dit, bon, le replay, vous pourrez le regarder à partir, je crois que c'était dimanche soir ou un truc comme ça. Il faut un décalage pour que les gens qui ont payé leur pass, je crois de tête, hein, mais je dis peut-être une bêtise, c'est $249 ou un truc comme ça.
Mais il faudra qu'on regarde. Mais en tout cas, Ouais, j'ai vu nulle part le prix. il faut aller sur le site NBA parce qu'en fait, pour le voir, même avec le Vision Pro, il passe par le site. Il faut avoir un compte sur le site NBA, sinon on peut pas le voir. Ok. Donc, j'ai créé le compte parce que je voulais voir ce que ça donne un match de basket, surtout quand il y a quelqu'un qui saute sur le panier, que la caméra elle est à 2 centimètres du panier et qu'on voit le joueur arriver, ça doit être super spectaculaire. Alors, je suis en train de chercher sur le site de la NBA. En tout cas, ce qui est apparemment, ceux qui ont visionné ce match en direct disent que c'était quand même très bon pour du live. La qualité de l'image était excellente. Alors, peut-être pas aussi fine que sur du replay ou une vidéo qui soit pas en direct, mais quasiment. Et ce que beaucoup de gens ont apprécié, même si apparemment la spatialité du son était pas complètement satisfaisante, c'est un des points à améliorer, c'est que les commentaires étaient des commentaires spécifiques pour le Vision Pro, parce qu'effectivement, quand on est commentateur et qu'on dit aux spectateurs regardez ici, regardez là, bah c'est pas la même chose si vous êtes devant un écran de télé ou si vous êtes avec votre Vision Pro sur la tête et que vous pouvez tourner la tête à droite, à gauche. Vous avez beaucoup moins de changements de caméra évidemment avec le Vision Pro. Il y en avait quelques-uns, c'est-à-dire que de temps en temps. Le plus souvent, je crois que la caméra principale était vraiment au bord du terrain, au milieu. Et quand l'action se jouait au niveau des paniers, là, la réalisation il y avait 2 passait. Une un peu au-dessus, une un peu au-dessous. C'est ça. Pour voir arriver la balle ou voir arriver le joueur. Ouais, exactement. Apparemment, c'était vraiment une chouette expérience, si j'ai bien compris. Oui, mais je suis très curieux de voir ça, parce qu'en plus, il faut voir que c'est le premier, et si ça marche, ils vont faire des tas de choses, puisque dans les projets, le spectateur pourrait choisir sa place dans le stade. Il pourrait choisir d'être presque assis avec les joueurs, ou d'être assis au milieu ou au fond, etc. On a accès à des tas d'informations dans cet univers immersif. On peut regarder le jumbotron avec les résultats qui passent au-dessus de la tête. On n'est pas obligé de suivre les joueurs. On peut regarder ce qui se passe en l'air, où il y a des images aussi, des moniteurs qui répètent un certain nombre de choses. On peut... en fait... Il faut voir comment ils le gèrent, parce que souvent dans ces expériences, non pas immersives, mais de multicam, par exemple, n'importe quelle course de F1, tu vas sur Canal, tu regardes les multicams et tu as 8, 9 possibilités. Tu peux suivre les voitures, tu peux suivre le circuit, tu peux suivre même une voiture en étant dedans, mais tu le fais 2 fois et puis après tu reviens à l'image centrale. C'est-à-dire que est-ce qu'Apple va réussir à faire une expérience immersive, ou est-ce que les gens vont dire le premier match, ouais, c'était beau, et puis après ils vont dire, oui, mais finalement, on laisse la caméra du réalisateur, c'est leur métier, c'est des pros, et finalement, c'est mieux. C'est à voir. Bon, je suis sur le site de la NBA, alors je trouve pas le lien vers le visionnage Vision Pro, mais les League Pass, donc pour voir toute la saison, en prix en France, c'est 101,99 € pour la saison, mais on a des pubs, et c'est 139,99 € pour être sur un visionnage sans pub et jusqu'à 3 appareils. Voilà. D'accord. Voilà, mais il n'y a pas de mention du Vision Pro, donc je sais pas si c'est un pass spécial ou... En fait, moi, quand je l'ai essayé, puisque c'est sorti dans les actualités Apple du Vision Pro, il y avait le teasing de ce truc-là, et quand je l'ai fait, il m'a envoyé sur le site NBA, et donc là, oui, il y avait ça, mais en disant, il vous faut le pass saison, et il y avait un prix, donc, et sinon, il faut attendre le replay. Donc, j'ai pas pu aller plus loin que ça, mais effectivement, par le Vision Pro, on accède à la partie dans le site NBA qui permet de déclencher l'immersif. Okay. Je vous dirai la prochaine fois. C'est intéressant. Et puis, en plus, j'adore les Lakers, donc c'est vraiment un match qui va me plaire. Ouais, donc il y a déjà la MLS, maintenant la NBA, c'est un test qui a priori va être concluant, et donc c'est que le début, j'imagine. Et puis il y a la F1 qui arrive. Absolument. La F1. Pour l'instant, j'ai toujours pas pu regarder F1 en immersif parce que ils l'ont pas mis encore en streaming sur Apple TV+, c'est-à-dire qu'on peut acheter le film, mais il parle pas d'immersif. Pour l'instant, tant qu'il n'est pas en streaming, j'ai pas vu de version immersive disponible sur le Vision Pro. Parce que j'ai essayé. Je voulais le voir en immersif, tant qu'à faire.
Allez, on va finir ce JT de la semaine, Ellie, par deux dates. La première, c'est une date de sortie potentielle pour alors la concurrence, hein, le futur Galaxy S26 de Samsung. Il serait question d'une annonce le 25 février et d'une disponibilité le 11 mars. Ça, c'est juste pour que vous ayez la date dans un coin de vos têtes. Et puis, les prochains résultats trimestriels d'Apple, ceux du premier trimestre fiscal 2026, qui correspondent à la fin de l'année 2025, donc au 4e trimestre 2025. Ce call, cette conférence téléphonique avec Tim Cook notamment, aura lieu le 29 janvier à 17h heure de la côte Est, et donc, sauf erreur de ma part, ça devrait faire du 23 heures. Alors en général, c'est 22 heures en France. Est-ce que c'est pas cette période où on n'a que 5 heures de décalage? J'ai un doute. En tout cas, 17h heure de la côte ouest le 29 janvier, mon cher Ellie. On passe à la deuxième grande partie, au deuxième gros sujet de cette semaine. L'annonce, donc, il y a quelques heures, hein, il était un peu plus de 15 heures heure française, annonce de cette Apple Creator Studio, un nouveau bundle d'applis à la fois bureautique et créative, puisque dans ce pack sur abonnement, et c'est la grande nouveauté, vous aurez aussi bien Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Pixelmator qu'Apple a racheté il y a environ un an, Motion, Compressor, Mainstage, ainsi que des fonctions avancées d'IA qui vont bénéficier à Keynote, Pages et Numbers, donc les trois logiciels, on va dire, concurrents de la suite Office. Voilà, c'est l'Apple Creator Studio qui va donc être disponible sur abonnement avec un prix par mois et un prix par an. Alors ça, c'est c'est un vrai changement, hein, notamment pour Final Cut, alors pas sur iPad parce qu'il était déjà sur abonnement sur iPad, mais moi j'ai acheté mon Final Cut sur Mac, voilà, une fois pour toutes. Alors je me demande un peu ce qui va arriver de ces licences éternelles. J'espère que je vais pouvoir continuer d'en profiter et d'avoir mes mises à jour. Je serais quand même assez vénère de devoir payer pour avoir des mises à jour. En tout cas, le prix, alors j'ai que le prix américain en dollars, j'imagine que c'est à peu près les mêmes prix en euros maintenant avec le change. $12,99 par mois pour cet Apple Creator Studio et $129 par an avec un mois d'essai. Oui. Le tout commençant, et un prix pour les étudiants et les profs. Alors très avantageux, hein, $2,99 par mois et $29,99 par an. Ça, c'est pour François qui se réjouissait. Il est très content. Ouais, qui se réjouissait de ce prix. Et je vois que alternativement, on peut toujours choisir d'acheter les versions Mac individuellement. Donc comme on le faisait jusqu'à maintenant sur le Mac App Store. Donc j'imagine que ça ne changera rien pour ceux qui l'ont déjà fait. Donc voilà, ça alors, l'abonnement est valable pour le Mac et l'iPad, pour les applications qui sont disponibles. Oui. Donc il est pour le même prix. Oui, avec donc la nouveauté, l'annonce, la nouvelle, c'est aussi que Pixelmator Pro arrive sur iPad. Ça, c'est aussi l'info qui accompagne l'annonce de ce bundle. Alors, il y a une date de début de disponibilité pour cet abonnement. C'est la date du 28 janvier. Et de manière assez maligne, nos amis de Macworld se demandent si le 28 janvier ne coïnciderait pas avec la date d'annonce des prochains MacBook Pro, M5 Pro, M5 Max, les machines idéales pour utiliser Final Cut, Logic, etc. Qu'est-ce que tu en penses, Ellie ? Ça serait malin, effectivement. Bon, il y a plusieurs choses. D'abord, au niveau du prix, je trouve que le prix est raisonnable. Bon, certes, c'est un abonnement annuel, mais il y a quand même pas mal de choses dedans. Pourquoi je dis c'est raisonnable ? C'est parce que je compare à la concurrence. La concurrence aujourd'hui, ça s'appelle Adobe Creative Suite,
puisque maintenant, avec Pixelmator, avec des choses comme ça, on commence à voir du montage vidéo comme Premiere, on commence à voir un peu du Photoshop-like avec Pixelmator, on a de la musique et on a un peu de bureautique. Donc si on regarde combien ça coûte chez nos amis d'Adobe, c'est quand même autrement plus cher, hein, actuellement. Alors, c'est pas tout à fait les mêmes logiciels, hein. Non, c'est vrai. Alors c'est vrai que Pixelmator oui, on peut le voir comme un concurrent de Photoshop, comme une alternative à Photoshop. On peut voir Final Cut comme une alternative à Premiere, c'est vrai. Mais il y a d'autres logiciels dans la suite Adobe qui n'existent pas chez Apple. Il y a pas d'équivalent à Illustrator, il y a pas d'équivalent à InDesign, il y a pas vraiment d'équivalent à Acrobat. On peut pas dire qu'Aperçu soit au niveau d'Acrobat. Et puis il y a plein d'autres logiciels, notamment sur mobile. Didier dans le chat s'étonne qu'il y ait aussi Pages et Numbers. Est-ce que ça veut dire, à ton avis, que on va cesser de les avoir installés gratuitement par défaut sur les Mac? Non, je crois pas. Il parle de fonctionnalités avancées, des fonctionnalités AI. Alors peut-être que la partie AI sera réservée à l'abonnement, mais je pense qu'à la base, ça serait difficile qu'Apple les enlève. Hein. Donc on aura toujours... Tout est possible. On les aura, hein. Ouais. Donc on les aura toujours sur les Mac en sortant de la boîte. Oui. En revanche, pour avoir les versions les plus avancées, ça se sera en prenant l'abonnement Apple Creator Studio. Je pense que c'est un peu ça. Blindé ce ne sont pas des versions spéciales, ce sont des fonctionnalités. Ouais. Et puis j'ai cru lire, parce que j'ai parcouru ça assez vite, par exemple qu'il y aura dans Keynote la partie des exemples, etc. sera plus élaborée. Il y aura plus de choix de templates, entre guillemets. Oui, donc on va se retrouver avec des applications à deux vitesses, quoi. La version pour les pauvres et puis la version pour ceux qui ont les moyens. Ben oui, c'est pour ça que le freemium, quoi. La partie studio, c'est un peu genre pour les pros. Il faut voir comment est-ce qu'on utilise à la base Keynote. On n'est pas des professionnels de la présentation. Moi, de temps en temps, je vois des effets. Je remarque que je suis pas non plus un professionnel côté Microsoft non plus, mais il y a des modèles, des templates et des effets qui sont assez super. Donc, oui, deux vitesses, mais est-ce qu'il n'y a pas deux marchés? C'est comme il y a des MacBook Air et des MacBook Pro. Ouais. Bon, en tout cas, c'est la perspective sans doute pour Apple de gagner encore plus d'argent avec les services. Les services qui ont connu une année record en 2025, hein, c'est Eddie Q qui le disait. On l'entendait tout à l'heure par la voix de Jim Cramer sur CNBC. Voilà, Eddie Q, il a passé une bonne année. Le chiffre d'affaires des services et la part des services dans les résultats d'Apple ne cesse d'augmenter. Et donc, voilà, c'est, je pense, à fond sur l'abonnement, sur plus on peut être redevable chaque mois d'une petite somme en dollars ou en euros à Apple pour utiliser les différents produits, plus ça fait les affaires de Cupertino. Et ça va exploser, parce que quand il y aura de la domotique et de l'IA, il y aura toute une partie de l'IA et de l'utilisation du private computing qui sera sur abonnement, hein, c'est-à-dire qu'on aura l'utilisation de base du nouveau Siri, etc. Mais il y aura des choses qu'Apple va facturer pour ceux qui voudront aller beaucoup plus loin. Et pour la domotique de base sera bien entendu gratuite, mais il n'est pas exclu qu'ils ne trouvent pas des petites fonctionnalités avancées et qu'ils arrivent à nous les faire payer. Hein. Je pense que ils ont beaucoup de projets. Voilà, écoutez, on va creuser, on va découvrir ce nouveau bundle. Le Pixelmator Pro sur iPad, ça va évidemment être hyper intéressant de le découvrir. Donc à partir du 28 janvier, Mainstage, c'est un logiciel. En plus le Pencil, ils annoncent officiellement le support de l'Apple Pencil, ce qui est logique, mais qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Ouais. Le Mainstage, c'est un logiciel très de niche, vraiment pour les artistes qui se produisent sur scène, hein, si je me trompe pas. Oui, qui font du live, absolument. Ouais, ça, donc c'est bon. Mais je connais des groupes, mais c'est vraiment des professionnels qui ne pourraient pas vivre sans ça.
Ouais. Ah bon, Mais c'est de la vraiment, niche, là, purement niche. là, ça concerne 0,005% de ceux qui paieront l'abonnement. Enfin, je veux dire, là, pour le coup, c'est vraiment, ce sera pas le logiciel le plus utilisé du pack, hein, c'est sûr. Bon, Enfin, quoique c'est rigolo à utiliser. Mais bon, il faut déjà ouais. savoir jouer d'un instrument. Donc, bon, Mais ça quand même, limite. dans l'état d'esprit, dans cette évolution, Ellie, le virage vers vraiment l'abonnement qui se généralise pour tout, est-ce que tu penses que ça va toucher d'autres secteurs de chez Apple dans les mois qui viennent? On paye déjà beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il y a qu'on Bah ne paye oui, pas? c'est pour ça ça que ça qu'on peut se m'inquiète en demander. fait. Hein. Ouais. C'est pour ça que ça m'inquiète, c'est que on avait le sentiment que c'était gratuit, en fait, c'était inclus dans le prix des Mac, mais ça rendait le prix des Mac acceptable. Si maintenant il faut payer les Mac au même prix et en plus payer les abonnements pour utiliser les applications, ça va commencer à devenir compliqué. Je pense que la base des applis restera gratuite, mais la base, c'est vraiment la base de la suite. Donc, c'est Pages and Numbers en version de base. Keynote, les gens l'utilisent beaucoup moins, mais c'est Pages and Numbers. Ça restera gratuit, hein, mais parce que sinon, il y a des tas de logiciels en libre accès qui marchent. Mais là où ça peut être embêtant, parce qu'Apple, pour l'instant, a un petit avantage, c'est que les gens qui vont commencer à utiliser la nouvelle IA d'Apple avec leur retard, mais qui vont commencer à l'utiliser ce printemps, est-ce que ça va devenir payant assez rapidement? Parce que tous ceux qui l'utilisent aujourd'hui et qui dépassent le mode utilisateur occasionnel, quelle que soit l'IA actuelle, dès que vous en faites un peu, dès que vous faites plus de 10 requêtes chez Gemini et chez ChatGPT, c'est, je pense, à peu près la même chose, ils disent, mais vous n'avez pas la version payante, vous Et donc, on commence à payer. Et ceux qui veulent le faire en version pro payent encore plus cher. Hein, parce qu'il y a des versions, chez OpenAI, il y a des versions à $2500 par mois. Hein. Chez Gemini, je sais pas, j'ai pas regardé les prix. Mais si pour utiliser Apple Intelligence, dès qu'on va être habitué, ils vont nous sortir un petit supplément dans Apple One ou autre chose, en disant, ben voilà, ce que vous faites au niveau local, c'est très bien. Mais maintenant, par rapport à ce type de requête, on va passer par nos serveurs. Et du coup, ça va vous coûter un tout petit peu, quelques euros, etc. Ben, là, du coup, on sera dans le cœur de l'utilisation qui va devenir payante, mais elle l'est déjà chez les autres. Hein. Donc, Apple était le seul où on peut l'utiliser quasiment gratuit. Voilà, donc c'est l'Apple Creator Studio, c'est l'info du jour, hein, le communiqué daté de ce mardi 13 janvier 2026, on y reviendra au moment de sa dispo dans 15 jours exactement, et peut-être que ça coïncidera avec une keynote dans 15 jours. Ellie, on sera donc un mercredi. Bon, il y a rarement des keynotes le mercredi, enfin c'est arrivé, mais pourquoi pas. C'est vrai, mais dans ce mode actuel où les keynotes sont de la vidéo ou des communiqués de presse avec une vidéo qui l'accompagne, c'est pas impossible. On avait dit que, en tout cas pour les MacBook Air, une annonce en janvier serait la bienvenue pour rebooster un tout petit peu les ventes. Alors, les pros, bon, hein. moi, j'y crois pas avant le printemps, hein, mais le R, ça serait déjà une façon de relancer un peu l'année. Ouais, absolument. Bon, écoute, hein, on reste branché et on suivra dans 2 semaines. Donc, on sera sans doute fixé puisqu'on sera le 27 et donc à la veille de la dispo de ce nouveau pack sur abonnement, l'Apple Creator Studio. Mon cher Ellie, je te propose qu'on approche de la fin de l'épisode. Oui. Est-ce que tu aurais un coup de cœur ou un coup de gueule aujourd'hui? Bon, non, rien de particulier. Aujourd'hui, c'était ma semaine un peu calme. Donc, C'est le début de l'année, bah oui. Tu te remets du réveillon encore, c'est pour ça, oui, d'accord. Ouais, et moi, je me remets du retour du CES et des 9 heures de décalage. Mais je suis très content d'avoir été avec vous et avec toi, Ellie. Merci à toutes et à tous de votre présence dans le chat. Je sais que Didier voulait passer une tête, mais apparemment, il n'a pas réussi à solliciter la visio. Donc, j'espère qu'on pourra régler le sujet avec toi d'ici la semaine prochaine, au cas où. Oui. Tu veuilles intervenir la semaine prochaine. Grand merci, Ellie, de ta présence. Grand plaisir de passer ce moment avec toi. Grand plaisir aussi de passer ce moment avec vous tous et toutes dans le chat, les fidèles. Hein.
Merci beaucoup pour vos messages qui nous font super plaisir à chaque fois et qui permettent aussi de nous questionner, de nous éviter de dire des bêtises. C'est vraiment formidable que vous soyez là. Si vous n'êtes pas encore parmi nos soutiens sur Patreon, je vous invite vraiment à les rejoindre. C'est très simple, hein. Vous allez sur patreon.com/iWeek et vous choisissez une des formules pour nous soutenir. Petit soutien financier, c'est moins cher que l'Apple Creator Studio. C'est l'avantage et c'est très important pour nous. Ça nous permet de continuer à vous proposer iWeek et ça vous permet aussi de participer au coût de fonctionnement du podcast. Sans vous, on ne pourrait pas. Donc, grand merci d'être là. On vous souhaite encore une très très belle année 2026 et on vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine. On sera le 20 janvier et ce sera l'épisode 262. Salut Ellie, salut à tous et à très vite. Bye bye. À la semaine prochaine.